Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à TensorFlow 2.0. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir la différence entre le mode graph et le mode Eager. Donc jusqu'à présent, dans les vidéos que j'avais fait sur TensorFlow, j'utilisais énormément le mode graph. D'ailleurs, on va dire que j'étais en quelque sorte un fan en fait du mode graph, entre guillemets un fan, parce que au moment où j'avais commencé en fait à apprendre TensorFlow, donc au moment où TensorFlow était sorti, c'était seulement le mode graph qui était utilisé. Donc j'avais toujours en fait utilisé ce mode graph là, qui était finalement assez compliqué à utiliser. Quand si vous retournez sur la vidéo que j'avais fait, si vous avez vu déjà la vidéo que j'avais fait sur comment débuter avec TensorFlow, vous avez vu que le mode graph était assez compliqué. Il faut généralement définir des placeholders qui étaient les entrées du graphe, et ensuite définir les opérations qui étaient dans le graphe, qui auraient potentiellement permis ensuite d'exécuter les opérations en précisant les dépendances du graphe. Donc ça c'était assez compliqué dans les dernières vidéos. Donc ça, si vous n'avez pas vu ces vidéos là, c'est pas grave. De toute manière, ce nouveau mode là qui est Eager et automatiquement graph, comme on va le voir, est beaucoup mieux. Et en fait, ce qui se passe en fait, c'est que TensorFlow dans les versions d'avant utilisait ce mode graph en fait, et ce mode graph en fait, il permettait de définir les opérations qui allaient être effectuées à l'avance. Donc ça c'est le mode graph, ça permet de dire toutes les opérations à l'avance qui vont être effectuées. Et parce qu'en fait on définit ce mode qui est ce graphe là, on va pouvoir ensuite exécuter tout le modèle beaucoup plus rapidement. On va par exemple pouvoir prendre le modèle, définir toutes les opérations qu'il faut faire pour les mettre dans le GPU. Donc dire au GPU, ça c'est toutes les opérations à exécuter, envoyer toutes les opérations, lui donner les dépendances, et ensuite le GPU par exemple, donc notre carte graphique, exécute toutes les opérations d'un coup, il nous renvoie le résultat, ce qui est beaucoup plus rapide que simplement utiliser une opération la suite, enfin les unes après les autres. Et donc ça c'est pour ça qu'en fait TensorFlow à la base avait utilisé le mode graph, parce que ça donnait en fait de meilleures performances. Mais sur l'utilisation, c'était quand même pas ça. Et pendant en fait le TensorFlow, pendant la première version de TensorFlow, ils ont sorti ce qui s'appelle le mode Eager, qui permet d'utiliser en fait les opérations au fur et à mesure qu'on les définit. Donc ça, c'est exactement en fait quand on est dans le terminal ici, par exemple, si je fais en Python A est égal 2, B est égal 2 et que je fais A plus B, ben je m'attends à ce que ça me retourne directement la valeur qui est donc 4. Donc ça c'est une exécution, ce qu'on appelle une exécution Eager en fait. Alors que en fait dans le mode graph, il aurait d'abord dû définir le fait qu'il y avait une opération qui était A plus B, mais cette opération n'allait nous retourner rien du tout. C'est simplement là pour définir qu'il y a une opération qui existe, qui fait l'addition de deux valeurs, mais les valeurs en elles-mêmes ne sont pas définies. Ça, c'est le mode graph en fait, et qui permet ensuite d'envoyer tout le graphe dans un GPU pour pouvoir utiliser les opérations plus rapidement. Et donc ça c'est voilà, c'est le mode graph. Et donc en fait dans TensorFlow 2.0, le mode Eager est devenu par défaut, c'est le mode Eager qui est utilisé. Donc ça veut dire que si vous faites que vous définissez par exemple ici un numpy array A et que vous définissez ici un numpy array B, dans la version de TensorFlow 1.0, dans la première version de TensorFlow, le tf.add, il n'aurait pas pu fonctionner directement avec des numpy array. Il aurait fallu spécifier en fait correctement qu'on voulait utiliser le mode Eager. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça va marcher directement. Donc là, j'ai oublié de mettre les dépendances. Mais donc là, ça veut dire que quand vous exécutez ça, vous obtenez directement en fait le résultat de l'opération. Donc si vous faites un tf-add, vous obtenez en sortie le résultat de cette opération. Mais vous obtenez pas un numpy array exactement en sortie, vous obtenez ce qu'on appelle un tensor. Et donc ce tensor là, donc, il aura un ID, donc vous n'allez pas forcément vous préoccuper de l'ID. Il aura une shape, donc ça c'est intéressant pour savoir le format en fait de la sortie. Donc là ça nous dit qu'il y a deux valeurs en sortie. Il aura un type ici qui est float64. Et donc ça peut être float64, ça peut être int, ça peut être string, ça peut être booléen, ça peut être tous les types qu'on veut. Donc mais ça, ce que c'est un tensor, donc c'est une opération dans TensorFlow. Et on va voir rapidement les différentes sorties qu'on peut avoir et pourquoi là ça peut être intéressant, enfin ça peut être important ici d'avoir bien un tensor en sortie. Et ici on va avoir un numpy array, et là donc la valeur du numpy array en fait c'est la valeur qui a en sortie, et donc ici qui est 3 et 7, donc pour l'addition, donc 1, 2 et 2, 5.
Donc là, ça c'est le mode Eager, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser des opérations comme ça, les opérations que vous utilisez avec TensorFlow dans la version première de TensorFlow, vous pouvez ici les utiliser directement en mode Eager, c'est par défaut. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc là en fait ce qui est intéressant c'est que vous allez vous dire, bon maintenant qu'on a ce mode Eager là, ok ça c'est cool pour l'utilisation, c'est beaucoup plus efficace, par contre on perd les performances du mode graph, où le mode graph est beaucoup plus performant que le mode Eager. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, mettons que je vous définissais une fonction. Donc là, on va faire une fonction super simple qui fait donc l'addition de deux valeurs et qui utilise donc le tf-add et qui fait l'addition. Donc là, pour le moment, c'est exactement similaire en fait à faire cette ligne-là, mais simplement y mettre dans une fonction. Donc si j'utilise ça, eh ben, j'obtiens en fait exactement la même chose que dans le truc précédent. Là, la seule différence, c'est que maintenant, je vais pouvoir utiliser un décorateur. Et donc là, c'est pour ça que jusqu'à présent, dans les dernières vidéos, j'utilisais en fait un check pour être sûr que j'utilisais TensorFlow 2.0. C'est que TensorFlow 2.0 nous donne accès à un tf.function. Donc ce tf.function, il peut être utilisé en décorateur. Donc c'est un décorateur Python, donc c'est-à-dire qu'il faut le mettre au-dessus de chaque fonction. Et à chaque fois qu'on va appeler la fonction, donc là par exemple si on appelle addFC, c'est TensorFlow en fait va d'abord en fait faire une sorte de préprocessing sur notre fonction avant d'appeler la fonction. Donc là TensorFlow en fait va récupérer cette fonction là et faire quelques manipulations dessus. Et les manipulations qu'il va faire dessus, c'est qu'il va faire en sorte de pouvoir transformer automatiquement le code ici qui est Eager, il va le transformer automatiquement en graphe. Donc là maintenant que j'ajoute donc mon tf.function au dessus, quand j'ai exécuté ça, là ici ça nous a fait aucun changement, mais la différence ici qu'on ne voit pas, c'est parce que j'ai mis ce décorateur là, maintenant c'est le mode graph qui est utilisé. Et donc le mode graph est potentiellement, on a pu définir tout notre modèle en mode Eager, donc avec des opérations comme ça, mais derrière c'est le mode graph qui est utilisé, qui compile, enfin qui change en fait la structure de notre code, sans qu'on en ait à s'en soucier, pour faire en sorte que le code derrière en fait il a été compilé en fait sous forme de graphe, et ainsi qu'il puisse s'exécuter très rapidement, contrairement à s'il avait été exécuté seulement sous forme de code Eager. Donc là par exemple ici ce que je peux faire, c'est maintenant que j'ai défini ça, je peux faire par exemple, là par exemple pour vous montrer en fait à quoi ça ressemblerait de l'écrire sous forme de graphe, je fais un tf.autograph.toCode pour transformer en fait cette fonction là. Donc là vous aurez absolument, vous aurez jamais à le faire clairement, c'est simplement pour vous montrer en fait en background qu'est-ce qui se fait côté TensorFlow. Et là en fait on voit que ce code là en fait qui a été défini ici, et ben ici en fait c'est qu'il a été réécrit de cette manière. Là il a utilisé en fait un scope, donc ça c'est un truc qui est spécifique à TensorFlow dans la gestion des variables. Il utilise donc un scope qui est égal au nom de la fonction. Il fait voilà plein d'opérations. Ici il l'appelle l'opération add, donc là il fait plein d'opérations qui sont un peu compliquées et c'est automatique, donc c'est pas fait de toute manière pour être lu ou pour être réutilisé quoi qu'il en soit. C'est vraiment histoire de vous montrer en fait que quand je mets en fait ce décorateur là en fait en background, TensorFlow transforme ce code là en fait en graphe pour pouvoir faire en sorte qu'il s'exécute plus rapidement ensuite. Et donc généralement ce qui se passera, c'est que la première fois que vous allez passer dans votre fonction, il va transformer en fait le code en graphe et ensuite ça pourra ainsi s'exécuter beaucoup plus rapidement pour les fois d'après. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on peut en fait définir tout simplement un modèle comme on l'a fait dans la dernière vidéo, où là on va mettre un modèle de type séquence, on va ajouter nos layers à l'intérieur, donc deux layers ici dans ce cas-là, radio et avec une activation softmax à la fin avec du non en sortie. Donc si on ajoute ça, là il y a deux sorties différentes qu'on peut avoir. On peut utiliser le modèle en fait de deux manières différentes, et ça va être important à savoir en fait. Lorsqu'on va utiliser le mode graph, faudra faire attention à ça. C'est que si on fait un modèle.predict, si on fait simplement un modèle.predict et qu'on exécute ça, on obtient en sortie un array. Donc là c'est simplement un tableau et c'est un numpy array. Et donc le numpy array c'est simplement donc une sortie là que maintenant grâce au modèle.predict qu'on peut réutiliser pour voir la prédiction que notre modèle a réalisée. Donc ça c'est bon. Par contre si on fait un modèle, si on fait exactement la même opération, mais au lieu de faire un modèle.predict, on fait simplement modèle, donc on fait un call sur modèle, comme ça, en passant en paramètre l'entrée du modèle, et qu'on affiche la sortie, et ben on obtient un tensor. Et donc là, c'est vraiment important en fait, du coup, cette différenciation, c'est qu'il y a deux manières d'appeler le modèle. Il y a le modèle.predict qui nous donne un numpy array, et le modèle tout court qui va nous donner un tensor. Et donc on voit que finalement, le résultat de toute manière est le même. Mais la différence, c'est que quand on va vouloir utiliser le mode graph, lui ne peut
peut fonctionner seulement avec des tensors, avec des opérations de type tensor. Donc lorsqu'en fait on va par exemple créer une fonction qui s'appelle def.predict et qui va simplement faire une prédiction de notre modèle, là si on appelle cette fonction là, pour le moment tout va fonctionner là, donc on est simplement sur on fait une prédiction sur notre modèle. Par contre si on veut transformer cette fonction pour l'utiliser en mode graph, donc pour que l'exécution se fasse par exemple plus rapidement, et bien là ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce qu'on a mis ce décorateur là, TensorFlow va en gros transformer tout ça en graphe et il peut pas gérer le modèle.predict ici qui n'est pas une opération de type graph. Donc il va essayer en fait essayer de récupérer cette valeur là. Il va essayer de récupérer cette valeur là qui est ici. Sauf que cette valeur là c'est un numpy array. Et donc parce que c'est un numpy array en fait cette valeur là en fait est pas rattachée à toutes les opérations qu'il y a eu précédemment. Alors qu'ici parce que c'est un tensor, ce tensor là en fait il est lié à toutes les opérations qu'il y a eu précédemment. Donc là il y a eu 3 types d'opérations, enfin en réalité on en a eu un peu plus, mais mettons il y a eu 3 grosses opérations. Et donc là en fait sachant que ça c'est un tensor, et ben ce tensor là en fait est relié, est plus ou moins en fait relié au fait que, enfin le résultat en fait qu'il y a eu ici, donc dans cet array là, est relié au fait que avant il y a eu cette opération là, et avant il y a eu cette opération là. Ça veut dire qu'en fait de son côté TensorFlow il est capable à partir de ce tensor là de remonter toutes les opérations qu'il y a eu précédemment pour savoir en fait que le résultat le résultat qu'on voit ici, ce tableau là, c'est en fait le résultat des opérations qu'il y a eu au niveau du softmax, mais qui était lui-même le résultat de l'opération qu'il y avait eu avec ce ReLU là et ce layer là, qui était lui-même le résultat de l'opération qui résultait de l'opération qu'il y avait eu à ce niveau là avec l'entrée. Et donc ça, c'est ce que nous donne la possibilité, en fait, ce tensor-là, il nous donne la possibilité de pouvoir, enfin, il donne la possibilité à TensorFlow de remonter toutes les opérations qu'il y a eu dans le temps. Et donc pourquoi est-ce que TensorFlow a besoin de pouvoir remonter toutes les opérations qu'il y a eu dans le temps comme ça? C'est parce qu'il a besoin de calculer ce qu'on appelle donc le gradient. Et le gradient qui nous permet de modifier nos poids et donc d'entraîner notre modèle. Et si le TensorFlow n'est pas capable de pouvoir remonter toutes les opérations qu'il y a eu, eh ben, il ne peut pas calculer correctement le gradient. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un tensor. Et donc c'est pour ça qu'ici, lorsqu'on utilise le mode graph, donc tf.function comme ça, on a besoin d'ici à l'intérieur ne pas appeler le predict, mais d'appeler return model de cette manière-là pour avoir un tensor et ainsi que tout soit bien ce qu'on appelle différenciable, c'est-à-dire que TensorFlow soit capable de pouvoir calculer les gradients sur notre fonction. Et donc là, si j'exécute ça, maintenant, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est une petite particularité, il faut faire attention quand on utilise le mode graph, c'est de bien appeler l'opération de cette manière-là pour avoir bien un tensor en sortie, qui celui-ci sera différenciable pour pouvoir automatiquement calculer les gradients. Mais ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions donc à rejoindre le Discord, si vous avez des questions sur le mode graph, si vous voulez plus d'informations ou s'il y a des choses qui sont encore un peu floues, n'hésitez pas à aller poser la question sur le Discord de la communauté dans le channel TensorFlow 2.0, je pourrais moi-même répondre ou quelqu'un d'autre pourrait répondre si quelqu'un d'autre est disponible. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations et si vous voulez suivre cette série sur TensorFlow 2.0, si vous voulez consulter les vidéos que je fais de manière générale sur le deep learning. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.